Cédric, en fait, en plus, c'est marrant parce que sur cette approche-là des capitaux, tu as aussi travaillé. Donc, tu as énormément bossé le sujet de l'approche collective. Ouais. Donc, je vais te laisser la parole, mais on parlait, c'est quand même atypique le fait d'avoir eu recours au financement participatif de ses clients pour investir et augmenter la capacité de production de l'exploitation familiale. Voilà, je vais te laisser la parole parce que tu as beaucoup. Ouais, je vais en toucher deux mots, mais ouais, au départ, l'idée c'était avec Cuma. Mais Oui, effectivement, il y a sujets. une douzaine d'années, on avait monté un groupement foncier viticole. Tout à l'heure, Hervé l'a dit, hein, le foncier est un vrai besoin puisque c'est la base de notre travail. Et en fait, le premier groupement foncier viticole qu'on avait monté, c'était un moyen de défense. C'était un propriétaire qui reprenait ses terres à juste titre, hein. Et donc, du coup, on avait monté un groupement foncier viticole. J'étais allé voir la banque, j'avais demandé une certaine somme d'argent. Je leur avais dit, je vais acheter des vignes, on va la démembrer en groupement foncier viticole et dans 6 mois, je vous rends l'argent. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a commencé avec 33 arts de vigne. Aujourd'hui, il doit y avoir 1 hectare 15, ou peut-être un peu plus, 1 hectare 30 sur ce schéma. Et donc, c'est nous aussi une façon de sécuriser. On ne peut pas faire toute une exploitation en groupement foncier viticole parce que c'est quand même assez lourd de gestion. Mais par contre, c'est une façon de sécuriser l'entreprise. Voilà. Ok, mais c'est vrai que le sujet principal, c'était sur l'approche aussi. Alors, la collaboration, tu l'as aussi avec au sein de l'entreprise parce que tu as en collaboration familiale aussi avec des membres de ta famille. Oui, parce que en fait, au départ, l'exploitation, c'est une exploitation assez classique, mais qui a grandi en une dizaine d'années. Et puis, j'ai ma femme qui a rejoint l'entreprise, mais plutôt en parallèle, où elle gère son entreprise à elle. J'ai ma sœur qui est revenue il y a très peu de temps. Et en fait, on a monté un groupement foncier viticole. Un groupement d'employeurs. Un groupement d'employeurs parce que, aussi bêtement que ça puisse paraître, on était dans l'illégalité. On travaillait tous ensemble avec nos salariés. Et en fait, quand on était assis dans les vignes de ma femme, en fait, il n'y avait qu'un salarié à elle dans ses vignes. Et puis ces salariés, ils venaient dans mes vignes. Et en fait, à un moment, on s'est dit, mais c'est pas du tout de la mauvaise volonté, mais on n'était pas du tout en règle, quoi. Donc, on a monté un groupement foncier viticole et puis chacun marque ses heures, chaque salarié. Voilà, j'ai travaillé 2 heures pour Cédric, 2 heures pour Odile, 2 heures pour Emmanuel. Et comme ça, les choses sont très claires. Et c'est le groupement d'employeurs qui embauche tous les salariés. Et donc, dans la vie du groupement, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce qui a été évoqué? Je me suis retrouvé dans le discours de Nathalie, je me suis retrouvé dans le discours de Laurent et d'Hervé, évidemment. Je vous remercie beaucoup. J'ai adoré les présentations et ça ouvre toujours un peu plus l'esprit, évidemment, ce genre de moment. Mais oui, c'est un quotidien. Aujourd'hui, on a le groupement d'employeurs à 8 salariés et 2 apprentis. Donc, évidemment, ce que Nathalie disait tout à l'heure, ça me renvoie à plein de situations. Voilà, et c'est un vrai. On est sorti de l'école. Moi, j'ai fait un BTS viticulture œnologie. On n'a pas été formé du tout à ça. J'ai pas fait un diplôme de ressources humaines. Voilà. Notre métier, il demande énormément de spécialisation. Hein. Il faut qu'on soit spécialiste en gestion d'entreprise, en marketing, en communication, en viticulture, en œnologie. Il faut qu'on prenne des décisions économiques extrêmement importantes. Donc, il faut jamais s'éloigner trop de la réalité. Donc, en fait, moi, je me suis beaucoup entouré depuis 10 ans avec des experts, chacun pour le coup dans leur spécialité. Et je continue et je n'arrêterai pas parce que c'est la meilleure façon d'apprendre. Un conseiller en viticulture, en allant que le monde viticole champenois change, et lui, il va s'adapter au quotidien. Et puis moi, si je le vois 4 fois par an, il va me faire des mises à jour et je vais apprendre beaucoup plus vite. Voilà. Et donc, je pense que si on ne s'entoure pas, on ne peut pas être efficace. Il ne faut pas croire qu'en sortant de l'école, on sait tout, même si on a un très beau diplôme. Donc, quel type d'expert tu as pu solliciter, par exemple, sur la partie Viti, sur la partie Eno, sur la partie commercialisation, sur la partie RH aussi, ressources tu as mis en place un intéressement aussi pour motiver tes collaborateurs.
Ça, c'est quand même atypique. Il n'y a pas beaucoup d'exploitations viticoles, je pense, qui ont mis en place un accord d'intéressement, même si quand même 10 collaborateurs à l'année, Ouais. c'est ça? Donc, c'est quand même vraiment Bah, une tout démarche. à l'heure, Laurent le disait, quand tu arrives à aller au travail avec vraiment une envie d'aller au travail et que tu es heureux de retrouver tes collaborateurs ou tes collègues le lundi matin, c'est quand même assez sympa. Et je leur dis souvent que sans eux, je ne serais pas arrivé à ce que je suis en train de faire. Et que d'ailleurs, sans eux, je ne suis rien. Donc, s'ils ne viennent pas le lundi matin, ça ne va pas durer longtemps. Et donc, du coup, il faut aussi en avoir conscience. Il faut savoir partager. Voilà. Et le partage va créer une énergie globale extrêmement positive. Et surtout, on va tous ramer dans le même sens. Puisque plus l'entreprise va fonctionner correctement, et plus à la fin de l'année, ils vont avoir des jolis intéressements. Donc, nous, on a intéressé sur la partie commerciale, sur les ventes, hein, mais finalement, il n'y a qu'une partie de l'équipe qui travaille sur les ventes. Et puis, on a intéressé du coup de l'autre côté sur la partie viticole, sur la partie production de raisins. Et finalement, comme ça, chacun travaille pour l'autre puisque tout le monde touche des deux côtés. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les motivations extrinsèques que disait Nathalie. Et après, il y a aussi, je crois, il y avait aussi le côté partage de mission, de valeur. Tu leur as aussi fait des formations aussi pour qu'ils voient aussi le sens que tu donnes aussi à la production. Il y a une démarche aussi. Alors oui, évidemment, on fait beaucoup de formations. Là, lundi prochain, on rattaque une formation. Mais je suis peut-être un petit peu particulier des fois, et donc des fois, je les fais un petit peu rire et tout. Et puis tout doucement, j'essaye de les amener à se poser des questions sur les questions que je me pose. Et puis derrière, on peut aller chercher des formations pour appuyer sur le bouton. Et puis après, du coup, ils roulent dans la même direction que moi. Et voilà. Mais il y a plein de façons de. Il y a discuter entre quatre yeux avec un café à 10h du matin avec les gars. Il y a des moments de convivialité autour des trucs tout bêtes. Hein. On a beaucoup de ferrailles dans les vignes qui sont tordues, machin, sur une saison viticole. Il y en a, ils emmènent ça à la ferraille, puis gardent le billet. Et moi, je mets ça dans une caisse commune, on achète des saucisses avec ça, et puis on fait des barbecues tout l'été. Voilà. C'est des petites choses, mais d'ailleurs, ils appellent plus ça à piquer, ils appellent ça une merguez. Mais c'est plein de petites choses qui font qu'on est une équipe. Et puis, alors, c'est loin d'être parfait, on y travaille, on essaie toujours d'améliorer les choses. Et la communication, c'est super compliqué. Il y a des problématiques de génération. J'ai beaucoup de jeunes, mais il y a aussi des fois des gens qui arrivent et puis, tu ne sais pas pourquoi ce matin ça ne va pas, mais il y a aussi des choses familiales qui reviennent au travail. Voilà. Donc, tout ça, faut prendre son temps, il faut discuter. Voilà. C'est assez passionnant. C'est un peu énergivore. Mais ça part de belles choses. Et puis, globalement, tout le monde a plutôt le sourire, donc pourvu que ça dure. On touche du bois. Et alors sur le projet donc de Cuma, donc ça c'était un projet aussi qui avait du sens. C'était pour être plus en accord avec le bilan carbone de ton exploitation. Oui, alors oui. Alors le départ c'est ça, c'est les émissions carbone. Donc au départ je pense pas à la Cuma. Je pense à ce robot électrique autonome. J'avais pensé aussi à un tracteur électrique. Mais l'exploitation se développant, je me suis dit peut-être que ça pourrait être bien d'avoir ce robot avec une accessibilité à monsieur tout le monde. Hein. C'est-à-dire que mon fils de 16 ans qui n'a jamais monté sur un tracteur, en une demi-heure, il sait gérer le robot. Hein. Donc ça veut aussi dire que on est quand même sur des coteaux extrêmement compliqués. Moi, en tant que patron, j'ai aussi à cœur de prendre soin de mes salariés. Il est hors de question de mettre mon fils sur un tracteur dans une vigne à 35%. Quoi. Voilà. Il va lui falloir des mois et des mois de travail dans des vignes à plat, voilà, avant de prendre en main l'outil. Et encore, je ne serai jamais tranquille, et que ce soit mon fils ou n'importe quel salarié. Voilà. Donc ça, cet outil-là, il est parfaitement sécuritaire. Au départ, je pensais l'acheter seul. Et puis après, la technologie a fait que je me suis dit, ça n'a pas de sens. Puisqu'en fait, vous avez déjà vu des tondeuses qui travaillent tout seuls dans le jardin.
elles commencent d'un côté, hein, et puis après, elles arrivent de l'autre côté. Voilà. Nous, on avait un coteau de 30 hectares, et l'idée première, c'était que le tracteur, il commence d'un côté, et puis il aille au bout. Voilà. Il y a 35 hectares, il y a 30 hectares accessibles avec ce tracteur. C'est du bon sens. Sur le papier, ça paraît bien. Donc, c'est du bon sens. La réalité d'aujourd'hui, c'est que, là, on va revenir sur l'humain. C'est que, du coup, c'est moi qui ai un peu monté le truc. Hein, et j'étais parti sur 30 hectares parce que ça faisait 2 tracteurs. On pouvait utiliser la grosse enveloppe de subvention. Un tracteur, quelque part, monter ça pour 15 hectares, c'était un peu dommage parce que c'est quand même beaucoup d'énergie. Là, on va au bout du truc. On a 2 tracteurs qui fonctionnent. Ça peut être voilà. On le fait à fond ou on le fait pas, comme d'habitude. Et donc, du coup, je m'étais donné ce volume de 30 hectares. Et en fait, en pensant le faire uniquement sur le village de Tuiles, il s'avère que, en commençant à discuter tout doucement avec les gens, après, moi, je les connais, mes vignerons du village, t'es des gens qui disent oui, mais moi, j'irai, mais je veux voir déjà comment tout ça fonctionne. Alors, oui, mais si on attend que tout le monde, voilà, il va rien se passer, quoi. Voilà. Donc, en fait, je n'ai pas compté sur cette partie des gens. Je n'ai pas non plus compté sur les minoritaires qui sont toujours contre tout et qui peuvent souvent mettre, parce que malheureusement, tu as des gens qui aiment bien mettre des bâtons dans les roues voilà, sur des projets. Voilà. Donc là, on n'en a pas parlé. Et par contre, du coup, on est allé chercher 2 autres villages avec des noyaux de vignerons motivés comme nous, en se disant, cette CUMA, une fois qu'elle existe, là, je vous mens pas, on a fait 1 semaine d'expérimentation avec le robot avant les pluies, la sortie de vendange. Sortie de cette semaine, j'ai des vignerons qui sont venus me voir de mon village en disant, purée Cédric, je crois qu'on pourra encore rentrer dans la CUMA. Non, là c'est bloqué, on est à 30 hectares. Voilà. Donc on va faire 1 année d'expérimentation et puis on verra. On rouvrira les portes. L'idée, c'est de ne pas fermer, bien au contraire. Voilà. Mais alors, du coup, c'est hyper positif parce que même des gens que je pensais pas du tout, mais pas du tout qui pourraient aller. Parce que là, on est du coup 0 désherbant et 0 émission carbone, évidemment. Enfin, 0. Il y a la production du tracteur, machin. Mais en termes d'énergie, le tracteur, il est parti, c'est fini. Hein. Un jeu de pneus 1 fois tous les 3 ans est terminé. Mais ça veut dire aussi 0 désherbant sur 30 hectares. Et des gens qui étaient quand même plutôt, ouais, moi, de toute façon, tant qu'ils n'auront pas interdit le désherbant, voilà. Et là, les mecs, ils disent, ah non, mais en fait, c'est bien. Donc, c'est super positif. Je pense que si on mène bien le système, ça devrait, entre parenthèses, ferrer assez vite. On va utiliser, la CUMA, en fait, va devenir adhérente de mon groupement d'employeurs, ce qui facilite énormément les choses. Et du coup, j'ai sur les 10 salariés de l'exploitation, je vais former 3-4 salariés et moi. Et en fait, il y aura toujours quelqu'un sur l'exploitation qui pourra utiliser les 2 jouets. Voilà. Et donc, bien sûr, c'est des tracteurs autonomes. Donc, en fait, sur une journée de 8 heures, le tracteur, il travaille, quoi. Donc, mes gars, ils ne seront pas à attendre au bout de la vigne. Voilà. Donc, tout là où les tracteurs vont travailler, j'ai des vignes. En tout cas, mes salariés pourront vérifier visuellement que les engins fonctionnent bien. Et donc, pendant ce temps-là, on peut palisser, on peut faire tout un tas de choses. Et du coup, encore une fois, si mes gars, ils ont travaillé 5 heures pour la CUMA, 3 heures pour Cédric, voilà. Donc voilà comment ça se dessine. Effectivement, du coup, ça rend les choses assez simples, le fait de l'existence de ce groupement d'employeurs. Et c'est vrai que du coup, pour motiver les troupes à monter cette CUMA, c'était assez simple. Ils avaient juste à signer en bas. Ils n'ont pas à gérer les tracteurs. Ils n'ont pas à gérer. Nous, on va gérer tout, la facturation, tout le système en interne, en même temps que le groupement d'employeurs. Bon, voilà. Je leur ai offert un petit truc complet et efficace. Pour être franc, on pensait de toute façon moins de 2 000 € par hectare, juste sur le travail du sol. Aujourd'hui, c'est plutôt un gros 4 000. Donc, quelqu'un qui a juste 10 arts de vigne et qui a adhéré à ce système, l'année prochaine, il va avoir un robot qui va passer 6 fois dans sa vigne pour labourer sa vigne pour moins de 200 € par hectare. On pense finir à 160, 170. Tout compris. Hein. Donc c'est chouette.
Alors, de grosses subventions, évidemment, puisque là, on coche toutes les cases, les émissions carbone, le zéro désherbant et la CUMA. Du coup, comme c'est un projet collectif, ça monte les subventions. A priori, elle serait autour de 60%. On a eu une aide extraordinaire. Ça a été extrêmement simple à monter. Hein. La FR-CUMA nous a tout géré. Donc, moi, j'avais juste à signer des papiers. Et puis, on a le comité Champagne qui nous a mis à disposition un chef de projet sur la partie montage économique et tout le tralala. Donc, en fait, c'est une vraie volonté de l'interprofession aujourd'hui de pousser ces CUMA. Donc, toutes les CUMA qui arriveront derrière, elles seront évidemment soutenues par le comité, par les salariés du comité. Voilà. Et en parallèle, on a un autre responsable des robots qui va suivre pendant au moins la première année les robots sur place pour faire des statistiques, pour savoir les débits de chantier. Parce que là, on est parti sur 2 tracteurs pour 30 hectares, mais ça se trouve, ils vont pouvoir faire 40 ou 50 sans aucun problème. Mais on a sécurisé. Moi, je voulais surtout pas qu'il y ait les 5 derniers hectares qui soient pas faits sur un tour. Enfin, ce qu'il faut, c'est que voilà, quand on démarre les tracteurs, en 4 jours, l'idée c'est ça, c'est qu'en 4 jours, on fasse les 30 hectares. Comme ça, sur une petite fenêtre de tir en saison, c'est jamais. Hein. En 2021, on avait du mal à entretenir les sols parce que de toute façon, il pleuvait tout le temps. Donc, il faut envisager toujours un peu le scénario catastrophe, quitte demain à remettre d'autres robots. Si demain, on a de nouveaux adhérents, ce ne sera pas un problème. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, pour être franc, là, aujourd'hui, j'ai peur parce que je pense que France Agrimaire, ils ont 150 dossiers de robots sur la table et il n'y a rien qui bouge. Voilà. Ah. Donc, on est pour l'instant la seule CUMA. Donc, évidemment, à mon avis, on sera plutôt en tête de liste des dossiers, mais ça ne bouge pas. Et on a déposé les dossiers au mois d'août, début août. Donc, il faut être patient. Il faut être patient, mais au mois de février, la saison elle commence, février ou mars. Et une saison de travail du sol, si tu attaques au mois de juin, c'est fini. C'est plombé. On va envoyer la vidéo à qui de droit directement. Hein, Gilles, on s'occupe de ça. Ça serait dommage parce qu'en plus, j'ai déjà des gens qui me contactent pour créer d'autres CUMA. Dans des champenois qui veulent exactement faire le même modèle. Ouais. Bon, c'est tout. Ça, je pense que c'est lancé quand on va y arriver. Mais voilà, il ne faut pas toujours être positif. Et là c'est ma peur actuelle. Peut-être qu'il y a des questions sur ce projet-là. Est-ce qu'on a en ligne peut-être des questions? Il y en a une auquel c'est vrai qu'elle a répondu. Penses-tu que l'approche CUMA va se développer en viticulture comme ça s'est développé en agriculture? Alors, je vais en rajouter un. Par rapport à ce qu'on connaît en Champagne en termes de CUMA, c'est encore très peu de choses. Et en fait, là, c'est la technologie qui va faire qu'on va créer des CUMA. Parce que le tracteur, il peut être positionné le long d'un hangar sur une zone où il y a 15 hectares autour. Et ben, il y aura une CUMA qui va se créer et puis terminer. Et en fait, ce modèle, il peut se multiplier et se multiplier. Le principe de la tondeuse à gazon qui peut tendre 2500 mètres carrés, bah, tu en mets une au milieu et puis tu en remets une un petit peu plus loin. Alors, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais en bonne intelligence, si c'est si avantageux que ça, je pense que ça va le faire. Et puis là, en plus, il y a un gros impact économique d'utiliser ce genre d'outils. C'est-à-dire que le travail du sol, aujourd'hui, c'était le point noir. Hein. Et puis tous les détracteurs du travail du sol qui disaient oui, mais le bilan carbone, vous consommez plein de fuel. C'était vrai. Mais là, c'est plus vrai. Et puis une deuxième question, alors en plus on revient à la première partie, l'approche collective, la relation humaine. Comment gères-tu les relations émotionnelles avec les membres de ta famille dans ce projet collectif? Quelles sont les clés de la réussite? Alors, tout à l'heure, on parlait de réunion. Hier matin, on a fait. Alors, j'ai travaillé évidemment au préalable dessus, mais hier matin, on avait une réunion avec tous les masseurs, ma maman et les cadres de l'entreprise
pour leur présenter les projets 2024 et avoir leur avis. Et du coup, les projets 2024 ne sont pas tout à fait comme je les avais pensés. Il y a des choses qui ne se feront pas. Il y a des choses qui vont se faire mieux que ce que j'avais pensé. Voilà. En fait, je fais jamais de grands mouvements sans en parler à toute l'équipe parce que je risquerais de les braquer. Et d'autant plus que il y a des choses où moi je n'y suis plus, quoi. Cette année, on a mis un système de contrôle de sécurité de très haut niveau sur toute la partie habillage. C'était un immense changement par rapport à ce qu'on faisait il y a 2 ans. J'avais fait venir les spécialistes pour présenter le projet à l'équipe pour savoir s'ils valident, parce que c'est pas moi qui est derrière la machine à billets. Là, c'était plus des technologies, c'était de la gestion d'ordinateur, les commandes qui arrivent directement sur la machine à billets, machin, système de puces où on encode tout. Après, on contrôle toutes les palettes avec un système de raquettes. Donc, moi, ça protège toute mon équipe puisqu'il y a 0 erreur possible. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir une palette avec ne serait-ce qu'une bouteille qui manque dans une caisse. Voilà, donc, le système est génial. Mais par contre, c'est pas juste habiller des bouteilles, quoi. Et donc, ils ont accepté, nanana. La responsable de l'habillage aujourd'hui, elle a vu son salaire augmenter parce qu'elle a pris de grosses responsabilités. Voilà. Mais du coup, je le fais jamais. Enfin, j'essaye de ne pas le faire dans le mauvais sens. Et ma maman, parce qu'au début, quand papa est parti il y a une dizaine d'années, on avait un salarié. Et ma maman, elle m'a suivi dans mes choix. Mais combien de fois j'arrivais le matin pour boire le café et que je me posais et elle disait « Ah, t'as un truc à me dire. » Voilà. Et donc, en fait, oui, elle me connaît par cœur parce que c'était elle qui faisait l'échec. Donc, il fallait que… Et donc, si elle en fait trop, après, elle ne dort plus. Voilà. Rapidement, je me suis mis à faire l'échec. Il faut l'aménager aussi. Donc, il faut l'aménager. Non, mais maintenant, elle est en retraite et véritablement en retraite. On n'a pas trop mal réussi. C'est l'arrivée de ma sœur qui a fait que on a réussi à la libérer. Et alors, aujourd'hui, elle vient quand elle veut. C'est elle qui fait les cafés. C'est important. Super. Merci beaucoup, Cédric, pour ce retour. C'était super intéressant.